Guillaume Larrivé, bonjour. Bonjour Dominique Régnier. Heureux de vous recevoir à la Fondation pour l'innovation politique. On vous reçoit, Guillaume Larrivé, pour un livre que vous avez publié chez Plomb, Insoumission pour que vive la nation. Vous êtes député de Lyon. On vous voit souvent, un peu plus souvent qu'avant d'ailleurs, j'ai remarqué. On vous voit souvent à l'Assemblée, intervenir dans des débats aussi à la télévision, prendre la parole sur des sujets qui préoccupent beaucoup les Français. La sécurité, bien sûr, qui vous intéresse beaucoup. Et puis l'immigration, c'est un objet qui vous amène à réfléchir. Et c'est sur ce livre, sur ce sujet, pardon, l'immigration, que vous avez rédigé ce livre, Insoumission pour que vive la nation, qui est au fond un livre écrit sur un ton, je dirais, de mobilisation, avec une démarche quasi académique en même temps, très documentée. Ça m'a frappé, beaucoup de travaux sont cités, beaucoup de données, et puis un message politique qui est que nous devons avoir une vive conscience de l'enjeu qui se présente à nous. Vous nous dites un mot de votre livre. On vous remercie beaucoup d'être ici à la Fondation. Merci vraiment à vous de m'accueillir. Je vais commencer par la fin. Le dernier chapitre, je l'ai titré en reprenant un vers de Paul Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Ce que je veux dire par là, en citant ce vers du cimetière marin de Paul Valéry, c'est qu'on assiste en réalité à un retour du tragique de l'histoire. Ce livre, c'est le livre d'un homme de 40 ans maintenant. 40 ans, c'est cet âge intermédiaire. Je crois profondément que ma génération a vécu dans l'illusion de la paix perpétuelle, dans l'illusion de la sortie de l'histoire. Et notre responsabilité, la responsabilité de cette génération qui est la mienne, c'est peut-être d'assumer le retour du tragique de l'histoire et de réarmer l'État-nation dans toutes ses dimensions, principalement dans sa dimension régalienne. Je pense que notre responsabilité, c'est d'assumer pleinement la mission de l'État régalien, notamment sur la question de l'immigration, de la sécurité, de la refondation aussi d'un système judiciaire capable de juger au nom du peuple français, un réarmement culturel aussi. Je crois profondément qu'il ne faut pas avoir peur d'être ce que nous sommes. Nous sommes français, nous sommes les héritiers d'une histoire millénaire, nous avons au fond cet héritage à transmettre à ceux qui nous succéderont, et nous avons aussi le devoir de nous insérer dans l'Europe et dans la mondialisation en restant ce que nous sommes, c'est-à-dire pleinement français. C'est un petit peu autour de tout cela que j'ai essayé d'écrire un petit essai qui est au fond une invitation à la conversation et à l'action. Oui, c'est un sujet clé évidemment. Je dois dire qu'on peut avoir le sentiment, je le dis pour les lecteurs, on peut avoir le sentiment en feuilletant rapidement le livre qu'il y a une espèce de confrontation avec l'immigration, voire avec l'islam. C'est pas ça quand on est dans le livre. C'est un livre qui, à bien des égards, est beaucoup plus mesuré que la première impression que l'on peut en avoir. Vous avez d'ailleurs un chapitre qui, de manière très juste et très touchante aussi, rappelle à quel point il a été possible de mourir français en étant musulman. Donc vous faites là-dessus quelques belles pages, je trouve, qui évitent de tomber dans la caricature et puis de se tromper aussi sur l'intention de votre texte et sur la démarche que vous avez choisie. Je trouve ça, moi, très particulièrement bienvenu. C'est un peu un sentiment qu'on peut avoir aujourd'hui quand on lit ce genre de livre. Et voilà, vous en parliez à l'instant, on peut avoir le sentiment que nous sommes en fait en lutte, en opposition avec la marche du monde, toutes les formes de globalisation, y compris les migrations, y compris les mouvements migratoires. Comment vous arrivez à résoudre cette contradiction ou cette difficulté qui est qu'il faudrait qu'on reste ouvert au monde et en même temps, que pour des raisons que vous évoquez dans votre livre, que vous développez dans votre livre, on sache préserver ce qui fait notre caractéristique? Je pense que notre première responsabilité, c'est de faire le job, si j'ose dire, chez nous, ici, au sein du système français. Je ne pense pas qu'il faille s'en remettre à un autre, à un extérieur européen, un extérieur d'organisation internationale, pour faire un certain nombre d'adaptations qui sont nécessaires ici en France,
notamment au plan juridique pour améliorer les instruments de la sécurité, notamment pour mieux réguler les flux migratoires, notamment pour mieux, au fond, gérer le destin national. Il faut d'abord faire le job ici, il faut balayer devant notre porte, si j'ose dire, et prendre acte d'un certain nombre de faiblesses françaises. Il faut aussi écarter les mauvais scénarios. Il y a le scénario houellebecquien de la soumission au sens transformation de la France comme province d'un califat islamiste. C'est un scénario catastrophe qui pourrait advenir si les intentions mortifères de l'État islamique étaient concrétisées, faute pour nous de savoir vaincre ce totalitarisme islamique. Ça, c'est un scénario catastrophe à éviter. Il y a aussi un scénario qui serait l'accélérateur de la soumission, l'accélérateur paradoxal de la soumission, c'est ce que j'appelle dans ce petit livre le piège mariniste. Car j'ai voulu aussi, dans le livre, consacrer un chapitre à la dénonciation argumentée, je crois, en tout cas je l'ai essayé, des failles du programme mariniste. Pour moi, Marine Le Pen aujourd'hui est moins l'héritière de Jean-Marie Le Pen que de Georges Marchais, et par son projet économique suicidaire pour la France, elle serait l'accélérateur paradoxal du déclin, c'est-à-dire de la soumission. Ce livre n'est pas du tout à plaidoyer pour la fermeture, absolument pas. Le rapport à l'Europe dans votre livre, c'est un rapport de coopération. Il faut redéfinir les relations avec l'Europe. On se divise de travail. Comment... C'est l'avant-dernier chapitre. Parce que nous sommes patriotes, nous devons être européens, mais européens autrement, au fond. Qu'avez-vous fait de notre Europe? C'est un peu la question que j'ai envie de poser à nos prédécesseurs, à ceux qui, depuis le traité de Maastricht, en réalité, ont été en charge de la place de la France au sein de l'Union européenne. Je crois que les 25 dernières années ont été, du point de vue de la France en Europe, très décevantes en réalité. Une partie du travail a été fait au plan économique, tant mieux, et je ne suis pas du tout partisan d'une sortie de la France de la zone euro, pas du tout, mais pour le reste, je crois que l'Union européenne a eu tendance à trop s'occuper de petites choses subalternes et ne pas assez s'occuper des grandes choses essentielles, la sécurité, bien sûr, au premier chef. La manière dont la crise migratoire extrêmement tragique des années 2015, 2016 et encore 2017, dans une certaine mesure, n'a pas été gérée, la manière dont cette crise migratoire n'a pas été gérée par l'Union européenne est objectivement honteuse, et je plaide dans ce petit livre, un peu comme Hubert Védrine d'ailleurs, une certaine parenté d'analyse de ce point de vue-là, au fond pour une sorte de nouvelle conférence de Messine, c'est-à-dire une réinitialisation d'une Europe politique en partant, je pense, de 9 pays, c'est-à-dire les 6 pays fondateurs, élargi à l'est à la Pologne et au sud à l'Espagne et au Portugal. Je pense que ces 9 pays pourraient être le noyau dur, au fond, d'une politique plus intégrée en matière notamment de sécurité. Le livre de Védrine, c'est Sauver l'Europe, hein, c'est celui-là auquel vous faites référence. Il l'a publié un petit peu après, mais avant même son Sauver l'Europe, il avait dans quelques revues, je crois, énoncé des positions qui, je crois, sont assez bien vues. Vous appartenez à une nouvelle génération de politiques. Vous l'avez dit, vous avez 40 ans, vous êtes député. La droite, elle est dans quelle situation, dans quelle position par rapport à ces questions-là? Vous avez le sentiment qu'on prend la mesure de l'ampleur du problème? Ou vous vous sentez un peu isolé, devoir porter votre message au sein de la droite? De manière générale, j'ai plutôt le sentiment que les hommes et les femmes qui sont engagés dans la vie publique ont tendance à sous-estimer l'acuité, la gravité, l'urgence des questions régaliennes. J'en suis très frappé dans le débat présidentiel, c'est extrêmement paradoxal. Oui, on est paradoxal. Quasiment en avril 2017, nous vivons sous l'empire de l'état d'urgence, nous avons été frappés par des attentats terroristes, islamistes d'une extrême gravité. Et paradoxalement, cette question régalienne apparaît presque seconde dans le débat public. Et si j'en crois les sondages, un certain nombre de Français ont un grand intérêt pour une personnalité qui est Emmanuel Macron, qui est extrêmement sympathique, mais qui ne connaît objectivement strictement rien. En disant cela, ce n'est pas un propos partisan, mais tout dans son parcours démontre que jusqu'alors, il ne s'est jamais frotté à ces questions. Et malgré cela, il suscite un intérêt. Alors, je réponds à votre question.
À droite, sans doute, le niveau d'acuité est un peu plus élevé, notamment chez ceux qui ont eu la charge ou la responsabilité de se frotter à ces questions place Beauvau. Et de ce point de vue-là, la droite sarkozyste a été particulièrement attentive à ces questions parce que le sarkozysme s'est beaucoup construit à l'épreuve du pouvoir place Beauvau au début des années 2000, puis dans les années élyséennes. Et je suis un peu issu de cette école, si j'ose dire, du sarkozysme régalien place Beauvau. Bon, c'est peut-être un des éléments presque sociologiques, si j'ose dire, de l'intérêt que je peux porter avec d'autres à ces questions. Je cite un moment dans le bouquin une petite phrase du maréchal Foch dans Les Principes de la guerre qui parle de l'inconstance française. Je trouve que la classe politique, j'aime pas ce mot de classe politique, je le retire, les hommes et les femmes politiques, je trouve, sont un peu inconstants de manière générale sur ces questions régaliennes. J'ai parfois le sentiment qu'après un attentat, il y a une séquence d'émotions, et après la séquence d'émotions, c'est le retour au business as usual, et on finit par oublier les questions régaliennes qui me paraissent pourtant absolument premières. C'est vraiment le cœur du cœur du cœur de la mission de l'État de manière générale, depuis Hobbes, si j'ose dire, ou même avant, mais c'est aussi, je crois, le cœur du sujet aujourd'hui pour la France de 2017, si on veut que la France reste la France, ce pays où l'art de vivre mérite vraiment qu'on se batte pour le conserver. Notre pays est trop précieux pour qu'on s'en désintéresse et pour qu'on l'abandonne à des conquérants islamistes ou à des intrigants nationalistes. L'équivalent à gauche sur ces questions-là de Nicolas Sarkozy, c'est vrai que Nicolas Sarkozy, moi je partage votre analyse, a fait sortir la droite française au fond d'un rapport de cécité à ces questions de sécurité, d'immigration, qui sont des problèmes de politique publique qu'il faut traiter évidemment par les moyens de la politique publique. Manuel Valls a tenté la même chose à gauche. Vous diriez qu'il n'est pas arrivé au bout de ce chemin, qu'il a fait œuvre utile malgré tout, qu'il y a un consensus, malgré des clivages parfois un peu artificiels, qu'il y a un consensus, qu'on a progressé. Consensus, non. Progrès, certainement, ou peut-être même paradoxalement, progrès, mais retour à quelque chose. De ce point de vue-là, je crois qu'au sein de l'histoire des gauches, Manuel Valls a été l'héritier de cette gauche clémenciste ou de la gauche de Pierre Joxe aussi qui s'intéressait aux questions régaliennes. Il n'est pas allé totalement au bout de cela, notamment parce qu'il avait une majorité extrêmement composite, et notamment sur la question de l'immigration. Il n'est pas du tout allé, je crois, sur la question de l'immigration, dans le sens de la réaffirmation d'une logique régalienne de maîtrise. Chez les jeunes, au sein du Parti socialiste, je crois que le tout nouveau et transitoire ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, aura quelque chose à dire sur ces questions-là dans la durée. Il se trouve qu'on a été élus députés en même temps en 2012, et tous les deux à la commission des lois, on a pas mal échangé. Je pense qu'il a un intérêt sincère pour ces questions. Il est ministre de l'Intérieur pour quelques semaines, mais au-delà de ça, dans les années qui viennent, je pense que son analyse et sa voix pourront compter aussi sur ces questions. Vous avez dans votre livre des pages importantes dans votre raisonnement sur l'assimilation. Vous en faites un enjeu de quel type par rapport à l'intégration? Je pense que nous sommes, nous, Français engagés dans la vie publique, légitimes à définir une politique de nationalité. Et je pense que l'assimilation n'est pas un gros mot. L'assimilation, d'ailleurs, est introduite dans le Code civil au sortir de la Seconde Guerre mondiale par une ordonnance de 1945 signée par le général de Gaulle. Je pense que l'assimilation, ce n'est pas l'oubli de soi, c'est l'adhésion, l'envie de participer pleinement comme acteur à la communauté nationale. Je trouve que ce mot d'assimilation est un beau mot. J'en tire des conséquences juridiques, car j'aime bien le droit comme outil de la volonté politique. J'en tire des conséquences juridiques et je pense que le moment est venu de procéder à certains ajustements du droit de la nationalité pour toujours faire prévaloir ce critère d'assimilation, c'est-à-dire de pleine adhésion à la communauté nationale comme critère de l'entrée dans la nationalité française. Pour le dire de manière plus simple, je suis très défavorable à ce que subsistent dans le droit français des mécanismes d'automaticité de l'accès à la nationalité. Et plutôt que ces mécanismes d'automaticité, je plaide pour des dispositifs qui permettent toujours à la République française, à l'État-nation, de choisir celui ou celle des étrangers que la République ou l'État-nation souhaite voir intégrer pleinement à la communauté nationale, c'est-à-dire devenir français. Ça, on le comprend très bien, ça, cette espèce de pouvoir
d'autorité qui paraît incontestable, enfin, que l'on puisse décider de qui rejoint la communauté en termes, au titre de la nationalité. Après, vous appartenez à une nouvelle génération, je l'ai dit. On peut avoir le sentiment que le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous entrons, est un monde de multi-appartenance. Nous sommes encastrés dans une vie planétaire, une dimension européenne de fait, un pays traversé lui-même, le nôtre, par des millions de personnes que nous croisons qui ont des origines diverses, d'ailleurs pas simplement des origines d'Afrique du Nord ou d'Afrique autre, mais aussi d'Europe de l'Est, etc. Ça vous paraît pas être en tension avec la notion d'assimilation? Vous auriez raison de me faire, au fond, ce reproche, si j'ose dire. Vous auriez raison de me faire ce reproche si je plaidais pour une totale exclusivité de l'appartenance nationale. C'est pas ça, notamment, je ne dis pas qu'il faut supprimer, par exemple, la possibilité de double nationalité. Je pense qu'on peut être pleinement français et pleinement britannique, par exemple, simultanément. De même, je pense qu'on peut être pleinement français et pleinement malien parallèlement. Je crois cela possible, à condition, en effet, d'être pleinement français. C'est-à-dire, en réalité, évidemment, de respecter nos lois, nos modes de vie, aussi un certain nombre de pratiques, en réalité, qui font que l'on se reconnaît mutuellement comme français. Ce livre n'est pas un plaidoyer pour la fermeture, j'insiste là-dessus, notamment sur la question européenne. Nous sommes 70 millions d'habitants sur une planète qui en compte 7 milliards. Nous sommes donc 1% de la population mondiale. C'est tout à fait basique de rappeler cela, ça me paraît essentiel. Dans un monde où 99% des habitants ne sont pas français, il serait totalement déraisonnable de nous penser comme une espèce de petit îlot perché au milieu de nulle part. Je pense qu'il est nécessaire de s'occuper sérieusement de la question européenne pour, au fond, en refaire un amplificateur de puissance. C'est ça, je crois, l'enjeu de la refondation de l'Europe. Et c'est aussi pour ça que je suis critique vis-à-vis de l'Europe européiste telle qu'elle a dysfonctionné ces dernières années, parce que je crois précisément qu'on a besoin d'un levier européen pour amplifier la puissance française. Vous restez attaché à la double citoyenneté apportée par le traité de Maastricht? Oui, le traité de Maastricht me convenait pour l'essentiel. Je n'ai pas voté car je n'avais pas le droit de vote en 1992, mais il me convenait pour l'essentiel. Modulo peut-être, dans un monde idéal, on pourrait renégocier le traité, un certain nombre d'adaptations institutionnelles qui me paraissent nécessaires. Je suis de plus en plus sceptique à l'endroit du rôle de la Commission européenne. J'avais dit cela dans une interview à un journal du matin, suscitant immédiatement un appel courroucé de Michel Barnier, qui m'avait dit « Tu ne peux pas dire ça, c'est insensé ». Mais enfin, la vérité, c'est que je crois quand même qu'il est nécessaire au moins de se poser la question de la transformation de la Commission européenne comme secrétariat général au fond du Conseil des États. Je pense que cette institution, dont les traités disent qu'elle a le monopole de l'intérêt général et le monopole de l'initiative, je pense que cette institution n'est pas totalement raisonnable. Moi, je pense que pour faire de grandes choses ensemble, il faut s'appuyer sur les États-nations, il faut s'appuyer sur le gouvernement allemand, sur le gouvernement français, sur le gouvernement italien, plus que sur une commission qui est un lieu d'intelligence collective sans doute, mais qui a beaucoup de limites, qui a notamment une énorme limite en termes de légitimité démocratique. La plupart de nos compatriotes musulmans vivent sans causer le moindre trouble, ni d'ailleurs se sentir malheureux dans notre pays. Quelques-uns, et une petite minorité, mais qui peut être significative, on voit bien, cherchent une confrontation avec le modèle républicain sur des enjeux comme la laïcité, des signes ostentatoires. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le sentiment, au fond, qu'entre ces minorités qui cherchent la confrontation et le Front National, il y a une sorte de danse à deux, finalement, et que l'un et l'autre se rendent mutuellement service dans la construction d'une opposition entre les deux parties de la France? Peut-être. Et d'ailleurs, c'est une hypothèse qu'explore Houellebecq. Houellebecq, dans Soumission, évoque à la fois la montée de l'islam politique, de l'islamisme, et, dans une sorte en effet de danse macabre, la pression d'un bloc identitaire, ultranationaliste, au fond.
on voit bien qu'il peut y avoir des tensions entre ces deux forces, ce qui alimenterait paradoxalement, dans une sorte de complicité objective, le scénario de la soumission, c'est-à-dire de la transformation de la France en province d'un califat islamiste. C'est pour que ce scénario n'advienne pas qu'il me paraît nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre des propositions que j'avance. Sur la question musulmane, c'est le terme d'un livre de Bernard Godard, qui a beaucoup travaillé au ministère de l'Intérieur, qui a publié un livre très intéressant, très documenté en 2015 chez Fayard sur cette question. Sur cette question musulmane, j'ai refait une lecture, vraiment une lecture toute bête, si j'ose dire, de la loi de 1905, qu'on cite tout le temps, en la lisant très rarement. Et j'explique, en faisant pas de l'archéologie juridique, mais en tout cas un tout petit peu d'histoire du droit, que paradoxalement, cette loi de 1905, dans son cœur, qui est la définition de ce qu'est une association cultuelle, une association permettant l'exercice du culte, cette loi en réalité a été contournée par une loi de 1907 qui a beaucoup été utilisée aujourd'hui par des associations musulmanes. Et je plaide dans ce livre pour un vrai retour à la loi de 1905 et donc pour l'abrogation de cette loi de 1907. Pour le dire de manière plus simple, pour que le culte musulman soit exercé de manière tout à fait transparente, je crois qu'il faut vraiment qu'il soit exercé dans le cadre de 1905, avec la liberté que ça implique, mais aussi avec les contrôles que cela implique, notamment les contrôles financiers et comptables. Je plaide aussi dans ce livre pour un certain nombre d'évolutions, et notamment pour qu'on interdise le financement étranger des lieux de culte, sauf exception qui serait précisée par un accord international. Il me paraît nécessaire de mettre beaucoup plus de transparence dans ces flux financiers, parce qu'on voit bien que ces flux financiers sont l'instrument d'influences, qui sont parfois des influences très pernicieuses et qui sont à milieu de l'intérêt national. Il y a un point, alors peut-être sur lequel aussi vous rejoindriez Hubert Védrine, c'est le problème que peut poser l'Arabie Saoudite, avec sa diplomatie cultuelle, extrêmement agressive. Je pense en effet que c'est un enjeu de sécurité nationale qui ne doit pas être sous-estimé. Je ne suis pas du tout favorable à ce que l'Arabie Saoudite finance des mosquées en France. Et de manière générale, oui, ils le font. Et puis il y a un militantisme fondé sur des moyens considérables qui les amène à former des imams obscurantistes qui ensuite partout. Enfin, c'est toute une immense bataille que nous ne menons pas. Bien sûr. Et sur cette question de l'islam, il ne faut pas se payer de mots. On a beaucoup parlé d'islam de France. C'est une sorte presque de slogan, si j'ose dire. La réalité, c'est qu'on a presque organisé, les autorités françaises, depuis une vingtaine d'années, ce que j'appelle un gallicanisme par procuration, c'est-à-dire la gestion des musulmans de France, non pas par l'État français, par la République française, mais par des États étrangers, à travers des fédérations musulmanes présentes en France, mais organiquement liées à des États étrangers. Il y a là quelque chose d'assez paradoxal. Je pense qu'il faut se donner les moyens de sortir de cette situation en revenant vraiment à la loi de 1905. Vous voulez ajouter un point? Il y a un aspect important que vous souhaitez souligner? Une phrase peut-être en forme de conclusion. La soumission ne peut pas être le destin de la France. La France a une belle histoire, elle a eu beaucoup d'épreuves, mais elle s'est transformée, elle s'est relevée. Et nous avons un pays qui est trop précieux pour que l'on s'en désintéresse. Et donc l'action politique, malgré ses faiblesses, malgré son caractère parfois très frustrant, et on le voit avec une élection présidentielle qui se dessine dans des conditions assez chaotiques, malgré ses faiblesses, l'action politique, elle a du sens parce que la France mérite qu'on s'en occupe. Merci Guillaume Larrivé. Merci.